Tiens, un Tu l'as clap. bien fait. Ouais, Ah non, mais t'es doué pour le clap. oh. Bon, qu'est-ce que t'as ramené, Karl? Poulet mariné, potimarron et je sais plus quoi, mais ça va être délicieux. Bon, enfin, poulet mariné à 10h du matin, peut-être pas. Si. Banane alors. Moi, je te propose des crêpes, je te Ah. propose une banane, je te propose des chouquettes et du chocolat. Ça te va? Ouais, tout ce que j'aime. Donc là, aujourd'hui, t'es commercial ou t'es formateur? Moi, je suis l'entraîneur commercial. T'es l'entraîneur commercial. Donc ça va au-delà de la formation. C'est-à-dire? Euh, Tu devais définir ton métier en quelques mots. Si tu me demandes mon métier en quelques mots, je vais te dire que c'est aider les acteurs de la fonction commerciale à proposer des solutions, à vendre des solutions qui répondent aux enjeux de leurs clients et qui servent les intérêts de leur entreprise. Si tu connais ton client, c'est facile de faire du commerce avec lui. Oui. Mais comment tu vas cibler ton client? Parce que c'est avant tout ce qu'on va te demander en tant que commercial, peut-être, c'est cibler un client. À qui tu vas vendre ça? Qui a besoin de ta solution? C'est ça, non? C'est la question première en fait que tu dois te poser, soit quand tu crées, soit quand tu as un produit à vendre. Si ça part du produit, tu vas avoir du mal à identifier le client. Enfin, tu vas essayer d'identifier le client que tu veux mettre en face. Ce qui est à mon avis, c'est une possibilité, mais c'est une possibilité très technique. Et ça favorise pas la vente. Par contre, si tu pars de l'usage, des besoins, des douleurs, de tout ce qui vient enrayer la machine dans le parcours d'utilisation de ton produit ou de ton service, là, c'est beaucoup plus facile de cibler. Parce que forcément, tu vas parler de choses dont les gens vont te dire « Ah, mais c'est moi ça, mais c'est mon problème ». Ouais, mais comment t'acquiers cette information-là? Comment tu les trouves? Comment Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu as des... Il y a tout un tas d'outils. Tout ce qui va t'aider déjà dans un premier temps, tu as fait une étude de marché normalement. Quand tu montes ta boîte ou quand tu proposes un nouveau service, un nouveau produit, tu fais ton étude de marché. Donc tu regardes bien entendu les conditions de marché, la concurrence, etc. Mais bien sûr ce que te dit ton client. Et donc les questions toutes belles, parle-lui. Enfin surtout écoute-le. Ça c'est intéressant, écoute-le. Oui, oui. C'est ça. Oui. C'est un échange, ça va dans les deux sens. Oui. Parce qu'en l'écoutant, tu connais ses besoins. Il te donne Tu beaucoup sais ce que tu d'informations. peux lui Il proposer. se révèle un peu. Ouais. Il te donne énormément d'informations. Quand la personne en face de toi a confiance, elle te livre beaucoup d'informations. Ouais. Je te disais tout à l'heure, c'est quel intérêt tu sers. Et souvent, le client ou la cliente, c'est pas genré, ont tendance à se méfier des commerciaux parce que l'intérêt, il est manifeste, il est visible. Tu vas gagner de l'argent. Donc, est-ce que tu le fais pour me prendre de l'argent? Est-ce que tu le fais pour l'argent? Ou est-ce que tu le fais pour m'apporter une solution? C'est ça. Tant que j'ai pas le sentiment que tu veux mon bien, je me méfie. Et la connaissance de ton produit est importante aussi. Oui, c'est essentiel. Ouais. C'est des débats qui reviennent beaucoup. On te dit maintenant, le client il a fait une grande partie du chemin d'achat, il connaît ton produit mieux que toi. C'est pas parce qu'il le connaît mieux que toi qu'il n'a pas besoin de valider que toi aussi tu le connais bien. On a tous fait l'expérience dans les enseignes de la distribution d'électroménager par exemple, je ne sais pas citer de marque, mais où tu viens et puis le commercial il te lit la fiche du produit. Tu lui demandes conseil, il te lit la fiche du produit. Et ça inspire absolument pas confiance. Je me dis ok d'accord. Et ça renforce l'idée que ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse dans la démarche? C'est son intérêt à lui. Il n'a pas de plus-value de toute façon. Là, il y a zéro plus-value. Forcément, tu te dis, oui, je vais y réfléchir, on va voir. Mais c'est exactement ça. Et tu disais, il faut bien connaître son produit, ça, forcément, mais qui connaît mieux son produit que le patron de la boîte? Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi? Est-ce qu'un patron peut être un bon commercial? Il doit être un bon commercial. Pas au sens où c'est lui qui va vendre le plus dans la boîte à terme, parce que forcément, si l'entreprise se développe, tu vas avoir une équipe commerciale qui assure l'essentiel des ventes. Mais pour autant, déjà, il est porteur de la connaissance, de la culture d'entreprise, de ce que vaut son produit, de la destination qu'il lui donne, de sa raison d'être. Donc, normalement, il n'y a pas mieux que la personne qui a créé l'entreprise pour vendre. Mais c'est même vital. Dans les premiers temps, si tu ne vends pas ce que tu as créé, si tu ne sais pas le vendre... Et alors, si c'est une personne, ça peut être un génie, mais un peu introverti. Oui. Pour autant, il connaît très bien son produit. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon commercial? C'est quoi les atouts d'un bon commercial? C'est pas inné, quoi, je pense. Tout ce qu'on fait socialement, à mon sens, c'est de l'acquis. On a même appris à dire bonjour.
Parfois, un grand coup de taloche, si tu dis pas, t'as pas dit bonjour monsieur en regardant dans les yeux. Moi, je me souviens de ça, il fallait que je dise bonjour madame, bonjour monsieur, en regardant dans les yeux. Mais c'est des choses que tu apprends tout petit. Tout ce que tu fais socialement, de la manière de te comporter, t'as ta personnalité qui vient évidemment énormément jouer là-dessus. Donc, pour revenir à ta question, c'est pas une personnalité type qui a la capacité de vendre. Tout le monde peut vendre, avec ce qu'on est. Il n'y a pas besoin d'être extraverti, truculent, tout ce que tu veux. Tu peux être parfaitement timide et être excellemment bon vendeur parce que tu as l'empathie, première qualité. Tu cherches réellement à comprendre le problème, le besoin, tout ce qui va faire que ton produit ou ton service va apporter de la valeur. Et puis de la pugnacité, de la ténacité. Ça, c'est un point. On sait que, particulièrement en B2B, donc d'entreprise à entreprise, il faut 5 points de contact avant de commencer vraiment une relation commerciale. Ah oui. Donc tu vas entendre 4 fois non avant d'entendre un oui. Et la plupart des commerciaux s'arrêtent au premier ou au deuxième non. Donc pourquoi on a besoin de bons vendeurs? Et en fait, c'est des personnes qui vont être plus tenaces, qui vont arriver, non pas avec leurs gros sabots et leurs chaussures pointues et leur aftershave, mais qui vont venir avec « ça a vraiment un intérêt pour vous ». Je vous l'ai présenté sous un angle, peut-être que je vous l'ai mal présenté, je vous le présente sous un deuxième angle. Vraiment l'intérêt pour vous, c'est ça. C'est des métiers de relation d'humain, d'humain à humain. Et la première chose à faire, c'est se renseigner sur ton client, c'est la première démarche à faire quand tu es commercial. Oui. Ouais. La première chose à faire quand tu prévois de contacter, si c'est toi qui le fais ou que tu espères attirer quelqu'un, c'est de bien le connaître. Donc effectivement, sur ce qu'on va appeler l'inbound marketing, c'est-à-dire je veux que le client vienne à moi, je vais avoir tendance à jeter des hameçons, entre guillemets, je vais proposer des choses qui vont permettre à la personne de reconnaître son point de douleur ou son envie et le résultat qu'elle veut obtenir. Et donc par la communication, les posts, etc. Mais si c'est moi qui contacte en prospection sortante, outbound, je vais au-devant de toi en te faisant comprendre que j'ai compris ta douleur, a priori. Donc d'où on revient au ciblage. Si je sais bien quelle est ta douleur, j'ai fait une grande partie du chemin. Donc je me renseigne, évidemment. J'ai une personne en particulier, une entreprise que je veux contacter et une personne dans l'entreprise que j'ai identifiée comme étant mon point d'entrée. Utilisateur, payeur, décideur, peu importe. Cette personne-là, je dois comprendre l'enjeu de l'entreprise, son enjeu à elle, et comment le comprendre sans lui avoir parlé. Donc je vais forcément faire un maximum de recherches au préalable, sur son LinkedIn, sur le site de l'entreprise, s'il y a de l'information, de l'actualité qui existe aujourd'hui en scrollant sur un moteur de recherche, je vais trouver suffisamment d'informations pour pouvoir me faire une première idée de ce à quoi ça peut ressembler. Est-ce que c'est ce que tu appelles connaître le jeu de ton client? Lire le jeu de son client, ça intervient plus tard. En fait, dans l'échange que tu vas avoir, après cette phase de prospection où tu as décroché un rendez-vous, tu as ce rendez-vous-là, qui est le rendez-vous de découverte, ou R1, et là, tu as un échange avec ton client qui, à ce moment-là, t'as pas encore donné toutes les clés. Il se méfie encore potentiellement. Donc c'est à toi de comprendre le dit et le non dit. Et ça, l'expérience aide beaucoup à accélérer cette phase-là, mais c'est toujours cette même idée de question-réponse. Et pour bien lire le jeu, il faut poser les bonnes questions. Et comprendre que ce qui est dit peut être parfaitement rationnel, un peu, voire beaucoup irrationnel. À partir de ce moment-là, quand tu commences à avoir cette finesse de captation de l'information, son intensité, etc., tu vas pouvoir comprendre ton client. Quand tu l'as compris, il se détend. C'est toujours la même routine. En fait, tu commences, tu démarches. Après, c'est toujours le même schéma en fait à chaque Sensiblement, fois. oui. Pratiquement. Mais c'est le schéma de la relation classique. D'accord. Et oui, on se dit tiens, je vais rentrer quelque part, je connais personne, je vais me faire des amis. Et quelque part, c'est intéressant parce que souvent, tu te dis quand j'ai une opération commerciale à faire, ça effraie énormément de gens. Je dois vendre quelque chose à un client, mais comment je vais faire, par où je commence. Et en fait, toi, tu dédramatises. Voilà, tu dis. C'est pas facile à dire. Pardon. Tu dédramatises le truc. Voilà, je vais y arriver. En disant, en fait, ça va être une relation que je vais créer avec quelqu'un, une relation amicale.
puis derrière, ça matche, ça matche pas. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Quelque part, c'est un peu ça. Enfin, Et l'idée, c'est que ça matche à l'arrivée, ça. mais tu lui apportes un service. C'est ça. Comme en relation amicale, Mais on bien sûr, parce que les tu t'entends pas forcément avec tout le monde, et là, tu crées ton feeling en fait. Avec, On peut vraiment faire le lien entre les jeux de séduction amoureuses, vraiment. C'est souvent qu'on se retrouve avec ces terminologies-là dans la vente. On n'est pas marié, il y a beaucoup de choses comme ça. Le comportement prédateur, tu vois bien le parallèle, il est exact, c'est exactement les mêmes mécanismes en fait. Et alors, c'est quoi le point de bascule? Parce qu'on a vu l'enquête, la relation avec le client, le côté Karl est sympathique, j'ai envie de bosser avec lui, etc. Mais il y a un moment où faut quand même vendre. Le point de bascule, il est à la fin de la découverte, quand tu fais la reformulation de ce que tu as compris de ton client. C'est là que tu as l'occasion de lui démontrer que tu l'as vraiment compris. Et donc, ce moment de la reformulation te permet de dire, si j'ai bien compris, c'est caricatural, mais si j'ai bien compris, et je te le démontre. Ah, vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Ouais. Je me sens en confiance. C'est là qu'elle tombe amoureuse de toi. Plus ou moins. C'est une histoire c'est une belle histoire. Un roman d'amitié. Mais c'est une histoire qui commence à ce moment-là. Et là, tu es autorisé à parler. Par contre, t'as pas deux fois... Enfin, tu peux te permettre de te tromper un petit peu, mais tu peux pas aller trop loin dans l'erreur. Ouais, je suis sûr qu'en 2 questions, tu pourras deviner la couleur préférée de Virginie. J'aime bien faire ça. Ça va 2 questions. 2 questions. Il me l'a fait une fois. Démonstration qu'une bonne découverte, c'est vraiment comprendre les gens. 2 questions. Ta couleur préférée, c'est bon, tu l'as en tête? Ouais. Couleur chaude ou froide? Froide. Froide. Une couleur qui inspire plutôt la nature ou la confiance? La confiance, ouais. Ok, j'ai une idée très claire. C'est rouge vermillon. Non. Jaune soleil? Non, froid. J'ai dit plus froid. Et tu vois que là, du coup, tu n'as plus envie que je te parle. Ouais. Non, je te parle plus. Moi, je m'en vais. Là, si je suis en découverte, oui, là, je t'ai montré 2 fois que je t'avais absolument pas... Nul. T'as rien compris. T'as rien compris. Alors que c'est un petit bleu ciel, tu vois, c'est un truc... Bleu. Bah oui, bleu. Ouais, bleu vert. Ouais, dans cette ton-là. Et je te dis la même chose. Oui, mais oui. Mais alors, en plus, bleu, c'est la couleur préférée des Français. Donc, comme ça, tu as une grande chance déjà, tu peux commencer. C'est assez patriotique. Tu dis ça avec la main sur le cœur, s'il te plaît. Mais je plaisante un petit peu, mais tu peux développer comme ça, au fur et à mesure, des talents de mentaliste. Avec l'expérience, parce qu'en fait, on a beau être unique, on a les mêmes problèmes. Oui. On a les mêmes réactions face aux mêmes problèmes. Donc, quand ton produit répond à une douleur, il y a de grandes chances que, puisque tu as bien ciblé, la plupart de tes clients ressentent cette douleur-là. C'est ce qui te permet de dire a priori, vous aimeriez bien... Comme tutoyer. On peut se tutoyer? C'est trop chou. Tu aimerais bien ceci ou cela. Ah, si seulement tu avais la possibilité de. Ah, si seulement tu avais un produit qui te permet de. Est-ce que pour un patron, un dirigeant, une dirigeante, est-ce que embaucher un commercial, alors ça peut être embauché en CDI, je sais pas, ou en CDD, ou prendre un commercial extérieur, est-ce que c'est un bon investissement quelque part? Toujours et jamais. J'ai pas de bonne réponse à cette très bonne question pour autant. Mais il faut investir dans sa relation client. Est-ce qu'il faut communiquer? Évidemment qu'il faut communiquer. Qu'est-ce que ça rapporte? Difficile à mesurer. L'avantage avec les commerciaux, c'est que c'est très, très vite palpable. Ils vont pas. Et au bout de combien de temps tu peux le savoir, ça? Quel délai tu te donnes? C'est quoi? C'est un délai de 3 mois? Tu te dis, bon, au bout de 3 mois, le gars, ou la fille, elle n'a pas vendu. Dans les premières semaines, tu as des tendances sur l'activité de la personne. Si elle maîtrise son sujet ou pas. Et quand je dis maîtriser son sujet, c'est bien facile à dire ça. Et quand je dis maîtriser son sujet, bien. On s'améliore. J'entends pas forcément connaître son produit par cœur, etc. Mais simplement avoir la bonne démarche. Dans la prospection, tu vas voir si la personne, elle tape dans la butte, comme on dit, si elle entame le match vraiment fort, ou si elle est attentiste, etc. Commercial, attentiste, pour moi, c'est 2 mots qui sont antinomiques. Ça ne va pas ensemble. Et dans une société, tu n'as pas trop des fois les moyens. Est-ce que tu veux prendre un commercial indépendant au début, ou est-ce qu'il faut vraiment embaucher quelqu'un tout de suite? Le travail restera quand même le même, ou l'investissement n'est pas forcément le même du commercial aussi, parce qu'il va y avoir peut-être plusieurs
produits à vendre quand il est indépendant. Le sens de ta question, pour moi, c'est vraiment quel effort je mets dans ma démarche commerciale. Ouais. Tout ce que tu peux faire toi-même, fais-le toi-même, pas de problème. Mais à un moment, si c'est quelque chose qui est vraiment inconfortable pour toi, embauche. Bien sûr. Et c'est forcément un investissement, c'est un investissement nécessaire. Il est périlleux parce que, évidemment, il faut tomber sur le bon profil qui correspond vraiment à ton marché. Il y a des marchés où le commercial cow-boy s'épanouit merveilleusement bien et il va vendre et vendre et vendre et vendre. Par contre, si tu cherches de la relation long terme, ces vendeurs-là ne sont pas forcément extraordinaires sur le long terme, sur la pérennisation, la fidélisation, etc. Parce que comme ils vont user d'artifices de séduction et pas nécessairement de confiance, il y aura des déconvenus chez les clients et il faudra rattraper le coup. Tu ressors de cette relation en se disant je suis pas bien sûr, et tu trouves toutes les bonnes raisons pour lesquelles si finalement c'est un bon achat. Cette dissonance cognitive là, elle se retrouve moins avec des super techniciens, super techniciennes, les bons copains, tout ça, tous ces profils de vendeurs qui sont un peu connus entre guillemets, en gros super tech, bon copain, le vendeur star, cowboy, la diva, tu l'appelles comme tu veux, gros bosseur, je suis là avant tout le monde, je repars après tout le monde, et sur la quantité de travail, je finis par vendre. Et le cinquième, qui est un profil qui est vraiment intéressant, c'est le profil challenger. Est-ce que tu comprends, client, quel est ton intérêt? Est-ce que tu vois où est-ce que ça t'emmène? Qu'est-ce que ça t'apporte comme valeur? Est-ce que je peux t'aider à bien utiliser le produit, par exemple? Est-ce que je peux te donner des perspectives intéressantes? Donc, si tu vois, au moment d'embaucher un profil comme ça, un profil challenger, embauche. Moi, de ma paroisse, je ne sais pas combien ça coûte un commercial. T'entends un peu tout. Est-ce que tu lui verses un salaire mensuel, point barre? Est-ce que c'est un tout petit salaire, et après, c'est la commission. Minimum, et puis après, c'est au nombre de ventes? Comment ça se passe? Combien ça coûte? Enfin, tu vois, j'ai aucune idée, moi. Tout dépend de ta structure de marge, de l'acceptabilité dans ton marché. En B2B, on a tendance à avoir des fixes un peu plus confortables et des primes qui sont plus des primes à la vente, mais au global, au chiffre ou à la marge. Première chose aussi, paye tes commerciaux à la marge, pas au chiffre d'affaires réalisé, parce qu'ils vont baisser les prix pour faire du volume. Caricatural, mais globalement, c'est ça l'expérience. Paye tes commerciaux à la marge, donc génère de la marge. Si tu veux générer de la marge, et que après tu veux rémunérer un commercial à la marge générée, tout est sur la table. Petit fixe, pas de fixe, mais plus tu vas faire petit fixe et grosse prime, plus tu vas attirer des chasseurs de primes. Donc par exemple, si je veux que demain Virginie soit commerciale, je baisse son salaire, et je lui dis, demain ne ris pas, Non, ah oui, d'accord, t'es très sérieux. Je baisse son salaire et je lui dis, bah voilà, sur la marge, Virginie, tu vas avoir telle prime. La question de la rémunération, elle est quel message tu veux envoyer à tes commerciaux? C'est est-ce que, vous avez du temps pour travailler, on est sur le long terme, on veut fidéliser, et je sais que ça prend du temps, donc j'accepte, je prends le risque financier de te payer parfois beaucoup, parce que le marché le veut. Quand tu as des ingénieurs commerciaux sur des solutions hyper complexes, technologiques, tu ne vas pas les attirer avec un tout petit fixe et des grosses primes, parce que le cycle de vente est tellement long qu'ils toucheront les primes que dans un an. Donc il leur faut un salaire confortable pour pouvoir continuer à avancer. Et quand je dis avancer, je bats en brèche l'idée de la rémunération motivante. Vous avez peut-être vu ça dans des annonces, rémunération motivante. Dans les offres d'emploi. Ça dit ce que ça veut dire, j'imagine. Oui, j'imagine. Mais la rémunération te motive à très court terme, en fait. Tu arrives très vite à ce sentiment que c'est juste normal d'être payé ce prix-là, vu ce que tu fais. Et donc, dans l'idée, la rémunération, c'est un vrai sujet complexe du commercial. Pour moi, lié vraiment à ma carrière en B2B, la rémunération, c'est un fixe raisonnable, des primes, individuelle et collective si tu as une équipe, de la progressivité déplafonnée, c'est-à-dire que mon commercial peut gagner plus que moi, c'est pas un problème. Vraiment, ça ne doit pas être un problème, parce que je veux qu'il vende. Je veux qu'il vende. J'ai besoin qu'il vende. Et si j'ai fixé des objectifs, normalement, quand je fixe un objectif, c'est qu'à ce moment-là, je suis satisfait. Donc tout ce qui est au-dessus, je suis assez généreux, voire très généreux avec mes commerciaux. Alors, que je dis mes commerciaux, j'ai plus de commerciaux, je suis solo. Mais j'encourage les dirigeants à être assez généreux avec les commerciaux et même à rendre ça progressif. Tu fais 100% de l'objectif, je te donne 100% de ta prime, c'est normal. Tu fais 120% de l'objectif, je vais te donner peut-être 125% de la prime.
pour t'inciter à continuer et à courir. Progresser. Et je vais encore plus loin, j'avais mis en place du rattrapage. Tu as fait un très bon mois de janvier, tu es dans les clous, super. Ton mois de février est catastrophique, tu n'auras pas la prime au mois de février. Bon, bah, tu n'auras pas ta prime. Au mois de mars, tu as rattrapé le retard de février et tu as fait mars. Et à la fin du trimestre, on est à l'objectif. Allez, je te reprime sur les 3 mois. Je te redonne la prime parce que tu as fait l'effort en fin de trimestre. Et donc, les commerciaux continuent d'avancer de manière positive, volontaire, et vont chercher des clients parce que il y a un phénomène qui existe qu'on appelle le frigo. Tu arrives à peu près à la moitié du mois et tu te rends compte que, première possibilité, tu feras jamais l'objectif. La première tentation, c'est de garder les commandes du mois prochain sous le coude pour les sortir, pour essayer de faire la prime le mois prochain. Et plus je vais pouvoir prendre d'avance, mieux je me porte. Deuxième, quand les rémunérations sont plafonnées, j'ai fait 100% de l'objectif, 105% de l'objectif. Chaque commande qui vient ne m'apporte pas de prime supplémentaire ou de rémunération supplémentaire. Et pareil, je la mets sous le coude, je la mets au frigo et je la ressortirai début du mois prochain. C'est pareil, ça me fera toujours moins d'efforts à produire. Et alors, justement, quand tu as une objet... Putain, j'ai pas bu ce matin pourtant. Peut-être pour T'as ça, mis je quoi, sais pas, un j'ai pas eu mon café, verre hein. de Chinon. Mais non, mais si tu as une objection, tu réponds comment, toi, à une objection? Quand on dit, bah oui, mais non, c'est trop cher. Ben, elle intervient à quel moment, ton objection? Elle intervient après que tu as bien écouté ton client. Oui. On est d'accord. Ouais. Que tu lui as démontré que tu l'avais bien compris et que la proposition que tu vas faire va répondre à ses points de douleur, aux résultats qu'il attend, etc. Tu as présenté ton argument et tu as fait attention à ce que ton argument suscite une envie. Puisque je te disais tout à l'heure, c'est pas ce que tu vends, mais comment tu dois le présenter pour que la personne en ait envie. Donc si on considère qu'on a fait tout bien le boulot jusqu'ici, l'objection, elle est révélatrice de quoi? Une mauvaise écoute. Pas forcément. Tu peux avoir parfaitement bien fait le boulot et quand même arriver à je te mets dans la position du client. Je t'ai bien écouté. Je t'ai proposé quelque chose qui te fait envie. Je te demande 22 000 €. Ouais. Toutes les objections type « c'est trop cher »,« j'en ai pas vraiment besoin »,« j'ai déjà ce qu'il me faut »,« il faut que je réfléchisse Ouais. elles sont normales. Ouais. Si tu les traites en frontal, « mais non, c'est pas trop cher »,« bon, trop cher », et il y a un poncif de la formation commerciale qui consiste à dire, si on te dit c'est trop cher, tu réponds, d'accord, trop cher, mais trop cher par rapport à quoi? Ouais. Et effectivement, le fait de remettre en perspective, c'est bien. Mais si ce trop cher par rapport à quoi arrive au moment où tu es en plein doute de te dire est-ce que ça vaut vraiment le coup, Ouais. tu perds toute la confiance que tu as créée. Donc, traiter l'objection, c'est comprendre, rassurer, démontrer la valeur. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble. Vous attendez quel résultat? On est d'accord pour dire que mon offre y répond pleinement? Si c'est le cas, qu'est-ce qui vous empêche encore de signer? C'est un peu caricatural et fait à la va-vite, mais tu vois que la mécanique, c'est celle-là. Ouais. C'est d'abord, je t'écoute, je te comprends, je te montre à nouveau que ça ne m'atteint pas. Ouais. Parce que si tu dis, comment ça, trop cher? Oui, c'est ça, ouais, pas Toute la confiance retombe parce que tu dis, bah attends, tu m'as écouté, mais en fait, tu m'as pas écouté, oui. tu veux du pognon, en fait. Ouais. Ouais. Donc, tu as tout compris? Ben, Voilà. Bon, Il n'y a au plus boulot, qu'à. phoning, Virginie.